suis assez content de nous voir aussi nombreux. On m'avait dit, mince, attention, il y a des vacances. J'ai dit, oh, à Saint-Ouen, on ne prend pas des vacances au mois d'avril. Et donc, c'est la preuve, une fois de plus, que nous sommes capables de remplir des salles. C'est vrai un peu partout, je dois le dire, aux personnes qui sont ici de Seine-Saint-Denis. Je fais pas mal de meetings, comme Nadège d'ailleurs, y compris dans les départements ruraux où on dit qu'on ne touche pas terre. Et on remplit des salles, à mon avis, comme peu d'autres partis le font. Donc tout ça est parfait. Je voudrais remercier, Manon, Peter et Nadège qui sont intervenus. Je suis très content qu'on soit ensemble à ce meeting. Voilà. Et qu'on ait traité de sujets dont on ne parle pas forcément de manière très importante dans beaucoup de meetings politiques, que ce soit la question du racisme, que ce soit les questions africaines. Alors là, c'est carrément exceptionnel. Et puis la question internationale avec Nadège. Et je suis très aussi content d'intervenir avec Manon, Nadège, mais je pense aussi à d'autres qui sont à la salle, qui partagent, j'allais dire, cette particularité. Ça illustre aussi, je pense à Bali, je pense à Diangou, je pense à Africa, ça illustre aussi les élus que France Insoumise veut avoir en Seine-Saint-Denis. Et nous le revendiquons et nous voulons que ce soit bien davantage à l'avenir. On a appelé ça paix et 6e République, on aurait pu, d'une certaine manière, appeler ça paix et démocratie, parce que, en réalité, c'est bien l'une et l'autre, la paix, la démocratie, que menace aujourd'hui la crise systémique de ce que j'appellerais le capitaliste absolutiste. Alors, je dis ça, j'ai vu Maxime qui n'était pas là, sur le Saint-Ouen politique, quelqu'un qui s'interrogeait en disant, il parle de capitalisme absolutiste, bon, c'est un nouveau nom pour le capitalisme. Non, c'est une chose très particulière. Le capitalisme absolutiste, c'est ce qui est né il y a une quarantaine d'années avec Reagan, Thatcher, la chute du mur, et dont les caractéristiques, justement, ont un caractère absolutiste. Première caractéristique, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire, un bénéfice en dessous d'un nombre à 2 chiffres ne fonctionne pas. On a un bénéfice à 6-7%, alors on délocalise dans une autre partie du monde, et ça, croyez-vous, moi, c'est absolument inédit dans l'histoire. C'est une voracité du profit et quelque part un court-termisme, en réalité, comme on n'a jamais vu, au moment même où en réalité les questions, notamment écologiques, devraient nous inciter à voir dans le long-termisme. C'est un capitaliste absolutiste aussi parce qu'il occupe tous les espaces du monde. Il n'y a pas un espace dans le monde aujourd'hui qui échappe au capitalisme, même l'espace. Même certains, d'ailleurs, voudraient Mars. J'ai cru comprendre que Elon Musk aimerait bien partir à Mars, qu'il y aille vite, qu'il ne revienne pas. Si, ça serait pas mal. C'est un capitaliste absolutiste aussi parce que, quelque part, il entend faire en sorte que tous les domaines sur lesquels il peut faire des profits, même les domaines qui appartiennent au bien commun, aux droits fondamentaux, eh bien, il jette son dévolu là aussi pour exprimer sa voracité sur ces domaines. Et enfin, c'est un capitaliste absolutiste parce que, à peu près partout où il règne, il entend s'abstraire de toutes les règles et les lois, de tout ce qui peut le contraindre ou le corseter. Quelque part, c'est une revanche. C'est une revanche de la libération, en fait, cette histoire. C'est une revanche de ce qui s'est passé le 8 mai 45, c'est-à-dire bientôt 80 ans, et la victoire du nazisme. Qu'on le veuille ou non, à travers notamment ce qui s'est passé en France avec le Conseil national de la résistance, qu'on a appelé l'État social, il y a eu d'une certaine manière une défaite du capitalisme. Il a dû accepter des compromis. Il a dû, par exemple, en France, accepter que la moitié de l'économie soit de fait échappe au marché. Donc ce à quoi on assiste finalement depuis une quarantaine d'années, c'est une revanche inébranlable de la pire forme du capitalisme qui puisse exister et qui, finalement, quand je parle de libération, nous renvoie à une autre période. Nous renvoie à une période avec laquelle celle d'aujourd'hui a beaucoup de similitudes. Alors vous allez voir, je vais vous faire un peu peur quand je vais dire ça, mais la situation actuelle ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avant 14, quoi. Si on regarde dans les manuels d'économie, d'histoire, etc., on voit quoi? Au 19e siècle, fin du 19e siècle, il y a la première mondialisation capitaliste, les premières formes de libre-échange. Et ça s'est terminé en affrontement économique et militaire entre les blocs impérialistes. Ça a donné la guerre de 14. Si vous y réfléchissez bien, ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre. On peut dire par contre que, quelque part, on contracte les deux périodes. On contracte avant 14 et avant 39, dans justement la forme d'extrême droitisation appuyée sur des politiques racistes qu'ont pu prendre à partir de là plusieurs États, parce que, évidemment, il valait mieux Hitler que le Front populaire.
c'est cette période aujourd'hui qu'on connaît, et c'est dire quelque part sa dangerosité. Alors, quand je commence ce genre de meeting, en général, tout le monde s'en va ou s'inquiète beaucoup, mais il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'on affronte et quel est le moment que nous affrontons. Il y a d'ailleurs le chef économiste du FMI, là, je disais dans Le Monde, là, qui explique que l'économie est rentrée dans une nouvelle ère. Il a raison. Alors lui, il ne tire pas les mêmes conséquences, il se débrouille de voir comment on peut très vite faire en sorte que le capitalisme renoue avec les profits et puis sorte de la crise dans laquelle il est en train de s'enfoncer, mais n'empêche, il sent bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est absolument fondamental et qui s'exprime là aussi, c'est là le parallèle avec cette période d'avant-Première Guerre mondiale, avec des caractéristiques propres. Alors, la première, tout à l'heure Nadège l'a dit, c'est effectivement la course aux armements. Bon, la course aux armements, c'est clair qu'on la voit à peu près partout. On nous a parlé d'économie de guerre. La France vise 3% de son PIB. L'Espagne, là, j'ai vu 2%. Les Allemands mettent 500 milliards, dont 500 milliards d'ici 2030. Moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas totalement rassuré. Je ne dis pas ça par germanophobie, hein, mais juste parce que l'histoire longue existe aussi. Je ne suis pas très rassuré quand les Allemands expliquent qu'ils vont mettre 300 milliards sur l'industrie d'armement d'ici 2030. Et tout ça, effectivement, Nadège a raison de le dire, avant tout, c'est pour remplacer l'industrie automobile qui est concurrencée par les Chinois. Les chiffres sont absolument éclairants, puisqu'aujourd'hui, la Chine, c'est à peu près 33 millions de véhicules, hein, en gros, 33% pardon, des véhicules dans le monde. C'est plus que les États-Unis et l'Europe réunis, et ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc ça, cette question de la course aux armements, effectivement, c'est très clairement, j'allais dire, une économie industrielle de remplacement pour le capitalisme, mais avec deux problèmes tout de suite immédiats. C'est que le capitalisme, quand il produit des choses, il lui faut des débouchés. Alors je ne sais pas si vous voyez quels sont les débouchés de l'armement. En général, c'est de l'utiliser, quoi. Hein, c'est-à-dire, bon, les guerres, et les guerres notamment, qui ont servi justement à supporter pendant des années l'industrie militaire américaine quasiment de manière monopolistique, au moins au niveau des membres de l'OTAN. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une catastrophe écologique totale. Bon. On nous disait il y a encore un an, Draghi, qui était l'ancien président de la BCE, expliquait qu'il faudrait 800 milliards d'investissements en Europe pour affronter la question de la crise climatique dont chacun voit l'urgence. Là, on n'en parle plus. Là, on parle toujours de à peu près la même somme, sauf que là, elle doit être liée à la question de l'environnement. Bon. Alors, il y a les dangerosités, je vous ai dit, mais d'un point de vue écologique, ça pose deux problèmes. D'abord parce qu'ils n'investiront pas sur les deux. Ça, c'est clair. Regardez les chiffres qu'on nous donne par rapport à nos déficits. Inutile de dire que l'argent qui va être mis sur l'armement ne sera pas mis sur l'écologie. Tous les rapports d'économistes, même, j'allais dire, quelqu'un qui s'appelle Pisani-Ferry, qui a fait un rapport avec une dame qui s'appelle Mahfouz, qui était un proche de Macron, expliquant qu'il faudrait, pour répondre aux accords de climat de Paris, qui sont des accords assez timides, d'ici 2030, il faudrait 37 milliards de plus d'investissement de l'État par an. Bon, l'an dernier, il y en a eu moins 2,5 milliards. Dans la politique environnementale. Inutile de vous dire que si on met le paquet sur l'industrie de l'armement, on ne va pas le mettre sur l'écologie. Et puis il y a une deuxième chose toute simple. Depuis le début de la guerre en Ukraine, chaque année, on consomme en armement, on produit en armement en CO2 l'équivalent de 120 millions de véhicules automobiles par an. Uniquement en Ukraine. Donc tout ça est une catastrophe par rapport à évidemment la question centrale qui devrait être celle de l'environnement. Deuxièmement, ça a été dit, c'est que cet affrontement économique, cet affrontement potentiellement militaire, il s'appuie en plus, là aussi, rapprochement des périodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur une extrême droitisation, j'allais dire accélérée de nos sociétés, et qui a une caractéristique, c'est que c'est une extrême droitisation qui à certains moments se passe d'organisations d'extrême droite. Dans certains pays, c'est des organisations d'extrême droite, l'AfD en Allemagne, le RN en France, mais on s'aperçoit que dans bien d'autres endroits du monde, c'est des gens qui venaient soit de la sphère économique, Trump, Bolsonaro, Milei, soit, j'allais dire, de secteurs autrefois dits démocratiques. Je pense par exemple à Orban, qui a été un social-démocrate avant d'être un social-libéral et d'être un libéral tout court. Bon. Et cette caractéristique de l'extrême droitisation, pourquoi vient-elle ? La première chose qui la caractérise, vous l'avez tous vu depuis maintenant 2017 et même avant, on a commencé à le voir poindre sous les régimes précédents, le gouvernement précédent de France, c'est une répression sociale accrue, tout simplement parce que ce capitalisme-là produit des telles inégalités, produit des politiques austéritaires qui sont insupportables au peuple,
Et donc il y a les gilets jaunes, il y a les mobilisations syndicales, et il y a des répressions comme on n'a jamais vu, c'est-à-dire à la fois avec des mutilés, avec des gardes à vue par milliers, etc., etc., que ce soit les 7 ans que je vous parlais, qui souvent d'ailleurs, entre parenthèses, font l'expérience que vivent depuis des décennies les jeunes de nos quartiers par rapport à la même répression. La deuxième caractéristique de cette extrême droitisation, c'est évidemment ce qui a lien avec un certain obscurantisme. Ça fait quand même assez froid dans le dos de constater que sous Trump aujourd'hui, on interdit des livres, on interdit des mots dans des études scientifiques, parce qu'on les juge trop liés à la question environnementale. Bon, alors j'ai vu qu'il y avait des scientifiques américains qui voulaient venir chercher asile en France. Ben, ça en dit long quand même sur le problème. Mais vous rigolez, mais on a aujourd'hui une ministre de l'Agriculture. C'est mon collaborateur qui, au premier rang, est ici, qui le soufflait il y a peu de temps, qui explique que, par exemple, elle demande à ses services de ne pas utiliser le mot agroécologie. Oui, oui, bien sûr. Donc le Trumpisme, c'est-à-dire cette manière obscurantiste vis-à-vis de la culture, vis-à-vis des sciences, vis-à-vis de l'éducation, Trump, je vous rappelle, a supprimé le ministère de l'Éducation aux États-Unis. Bon, c'est évidemment une autre caractérisation de cette fascisation. La troisième, c'est quelque chose qui, évidemment, est lié, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Manon, mais lié à la question du racisme de manière fondamentale. Manon, on a parlé tout à l'heure, mais je trouve que le genre de personnage qui peut quelque part à un moment donné se passer de l'extrême droite, ou plutôt s'allier avec l'extrême droite pour faire une politique d'extrême droite, Retailleau effectivement en est le symbole. Bon. Et il en est un symbole assez éclairant dans ce qu'il dit pour montrer la menace. Là il prépare un bouquin, Retailleau, qui s'appelle « Ne rien céder, le manifeste libéral conservateur de Bruno Retailleau ». Vous inquiétez pas, je vous donne juste quelques phrases. Entre l'islamisme politique et le wokisme, une convergence des haines s'est établie. Il évoque le terme d'islamophobie qui sert de gaz incapacitant pour les islamistes en neutralisant tout questionnement sur l'islam. Et vous avez compris, ça veut dire que, en réalité, du fait de l'islamophobie, on ne pourrait pas s'interroger sur la discrimination que subit l'islam. Bon. Tous ceux qui viennent, par exemple, de constater que on n'a absolument rien fait sur le lycée Betaram, dans lequel il y a des violences structurelles et sexuelles depuis maintenant des décennies, et que par contre, la ministre de l'Éducation nationale, la même, fait un recours parce que le tribunal administratif a reconnu que le lycée Averroès dans le Nord n'aurait pas dû voir ses contrats avec l'État s'arrêter parce qu'il n'y avait pas de menace par rapport à la République. Vous remarquerez que là, pour Betaram d'un côté, évidemment, on peut laisser les gens se faire à moitié torturer, les élèves torturer tranquilles, et pour Claude, c'est pas le cas. Donc, il y a évidemment l'islam qui revient là. Et puis il ajoute... Il appelle à retisser ces liens invisibles que sont le sentiment national, la transmission de la culture, la fierté d'appartenir à une grande civilisation parce que la liberté doit s'enraciner quelque part. Il appelle ça la sève de la nation, la sève, l'enracinement. Relisez bien absolument tous les écrits des théoriciens de l'extrême droite d'avant Vichy. C'est exactement cela. Bon. Et c'est évidemment pas étonnant que le même Retailleau remet en question le droit du sol en faveur du droit du sang, parle comme Bayrou de submersion, du danger de submersion, et parle évidemment, Manon l'a dit tout à l'heure, des Français de papier qui sont maurassiennes. C'est Maurras qui a sorti pour la première fois ce terme, ce qui signifie qu'il y a deux types de Français, ceux qui sont d'origine, de filiation française, et puis les autres. Nous, par rapport à ça, nous le disons très clairement, nous sommes pour la citoyenneté politique que représente la République française. Et qu'en aucun cas, il est inadmissible qu'à un moment donné, des gens à gauche imaginent des alliances avec ce genre d'individus qui malheureusement n'est pas un cas unique, parce que même Darmanin le dit, en aucun cas nous céderons sur la question qui a déjà été trop longtemps remise en question du droit du sol. Pas plus que nous n'accepterons, parce que c'est induit dans ce que vient de dire Retailleau, parce que par ailleurs, il écrit ce qu'il entend par civilisation, c'est évidemment les racines judéo-chrétiennes de la France, qui est une fumisterie quand on regarde l'histoire, en réalité. Bon, mais nous ne céderons pas, effectivement, à la question du choc des civilisations, et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit tout à l'heure Nadège, dans la manière dont Benjamin Netanyahou utilise ce concept pour faire en sorte de transformer une guerre coloniale en guerre de religion, et nous laisser croire qu'il s'agit là de le même affrontement que nous aurions vis-à-vis de Daesh, alors même que c'est un affrontement contre un peuple victime d'un génocide. L'extrême droitisation, c'est aussi à un moment donné de calomnier des adversaires. Je voudrais, au nom de France Insoumise, vous dire que ce que nous pouvons ressentir, et j'aimerais ici que
tous ceux qui sont dans cette salle qui se disent des fois bon, mais pourquoi ils vivent ça finalement? Est-ce que, par exemple, ils ont été trop loin, etc. La calomnie, regardez bien ce que fait le Trumpisme. La calomnie des opposants politiques, elle est consubstantielle de la montée du fascisme. Toujours. Quand quelqu'un comme Aurore Berger répond sans aucune réaction de tous les autres groupes de gauche, je dois le dire, nous répond sur une question au gouvernement. D'ailleurs, ce n'est même pas à nous, c'était il répondait à une question écologique d'un député écolo, en disant, en France, les 3 lettres qui caractérisent l'antisémitisme, c'est 3 lettres L, F, I. Je vous assure que tout le monde devrait comprendre que là, c'est nous qui sommes la cible, mais que la suite, ce sont les suivants, parce que ce monde-là n'accepte pas de compromis par rapport à ça et à la calomnie, qui est une manière d'utiliser la question du choc des civilisations et la question de l'antisémitisme en dévoyant la lutte contre l'antisémitisme, justement pour marginaliser les opposants. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement fort, quelque part. Vous savez, le terme islamo-gauchiste, que Retailleau utilise aussi, rappelle pour ceux qui connaissent un peu l'histoire au terme judéo-bolchevique des années 30. C'est exactement la même question pour faire en sorte de condamner par avance des oppositions. Et d'un point de vue juridique, l'apologie terroriste qui est utilisée est à tomber par terre. Que Rima Hassan passe 11h30 en garde à vue, tout simplement pour avoir, à un moment donné, exprimé une opinion sur le conflit israélo-palestinien. 11h30, députée européenne, que Mathilde Panot a été aussi en garde à vue, elle a été relaxée, mais sur les mêmes questions, que Anas Kazib passe le 18 juin au tribunal, exactement pour les mêmes raisons, que des dizaines, parce que ça c'est les gens connus, qui quelque part ont des appels. Moi j'ai signé l'appel pour Anas par exemple, je suis très content, j'apparais derrière le King Eric Cantona. Les supporters de Red Star verront pourquoi je suis assez content d'être derrière le King Eric Cantona, c'est l'ordre alphabétique. Mais Anas, Mathilde, Rima, ils ont encore des soutiens qui sont derrière eux. Mais sachez qu'en ce moment, en réalité, il y a des dizaines et dizaines de personnes syndicalistes qui sont traînées devant les tribunaux avec à chaque fois de l'argent à débourser, parce que c'est aussi une manière de faire pression, sur cette histoire d'apologie terroriste qui signifie tout simplement le fait de reconnaître aux Palestiniens le droit d'exister. Tout ça est effectivement aussi un lien avec l'extrême droitisation. Bon, tout ça s'accompagne aussi, j'allais dire, d'un dévoiement de la démocratie, un dévoiement lent de la démocratie. Alors, on le connaît d'ailleurs, ça va bientôt faire 10 ans. Dévoiement lent de la démocratie que nous avons connu, qui a un rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui, qui a même été un peu le démarrage, j'allais dire, de cette démocratie censitaire qu'on connaît en France. C'est la manière dont on a contourné la victoire au traité conseil européen le 29 mai 2005, donc il y a bientôt 20 ans, pardon, voilà, c'est ça, je me rajeunis plutôt. Et évidemment, qui s'est poursuivi cet été. On a connu quelque part le remake. La victoire en juillet du nouveau Front populaire aux élections législatives, avec dès le lendemain un président de la République qui décide de ne pas suivre du tout ce qui a été le suffrage, évidemment, est une manière, entre guillemets, light, de dire, vous pouvez voter ce que vous voulez. En réalité, c'est même plus la peine que vous votez. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qu'ils veulent qu'on se dise. On continuera la même politique. Et puis, là, inutile de dire que ça a continué depuis, puisqu'on a quand même le record en France d'utilisation de quelque chose, bien sûr, il n'y a quasiment aucune démocratie parlementaire qu'à ça, c'est-à-dire le 49.3, qui est une façon de faire passer le prolongement de l'âge de la retraite de 2 ans sans que le Parlement vote, et pour cause, puisque le Parlement était contre, d'ailleurs comme tous les syndicats, comme 95% des salariés, mais aussi, par exemple, tous les budgets. Nadège dit, me parle de mon combat sur le budget, je combats sur le budget, on a quand même une situation sidérante, c'est que le budget n'est plus voté en France depuis 3 ans. Bon. Or, le Parlement, l'Assemblée nationale, pendant la Révolution française, se crée sur les questions budgétaires. Eh bien, on est privé de voter sur le budget tout simplement parce qu'on ne voterait pas ce que propose le gouvernement. Enfin, dans quelle démocratie vivons-nous ce genre de procédé? Tout ça, évidemment, relayé, dernier point de l'extrême droitisation et de ce pouvoir par des médias. Alors moi, franchement, on est quand même pas mal à avoir des cheveux blancs dans la salle. Moi, je me souviens d'une période où, par exemple, tu disais, maintenant, tu parlais de CNews tout à l'heure, tu disais, si avec ça, t'as raison, si avec ça. Bon, enfin, ce que dit CNews devant 1 million de téléspectateurs tous les jours, mais il y a une trentaine d'années, ça se passait dans des arrière-salles de café, clandestines, d'accord? Parce que personne n'aurait osé faire en sorte que des propos racistes aussi évidents se font. Et maintenant, c'est des plateaux dans lesquels les gens disent « Ah, on peut plus rien dire ». Bon. C'est CNews. Mais ça a été dit tout à l'heure, enfin, le fait d'avoir Frontières, magazine qui... c'est pas un magazine, ils ont compilé sur les réseaux sociaux tous les attaques sur les députés insoumis, les collaborateurs, maintenant il a eu droit, etc.
le fait d'avoir Frontière, le fait d'avoir Furia, espèce de magazine d'extrême, je ne connaissais même pas, vous ne savez pas vu, il était affiché sur les panneaux Bolloré achète pendant des jours à Paris avec l'exaltation de la peine de mort. Enfin, c'est sidérant. Et les autres médias, en plus, suivent le là. C'est-à-dire, la plupart sont, j'allais dire, on va dire, allez, au mieux, ça se passe entre le centre droit et puis l'extrême droite. Bon, enfin, jamais on a vécu quelque part un asservissement aux médias aussi fort. Et d'ailleurs, là aussi, ça rappelle une période, parce que je vous rappelle une des décisions du Conseil national de la résistance, qui a quand même été de faire en sorte que les monopoles médiatiques, le fait d'avoir des pouvoirs économiques qui possèdent des médias, a été interdit. Et là, on est revenu à fond sur le fait que le système capitaliste produit ce dont il veut que les gens pensent à travers quelques médias. Bon, et je ne parle même pas des réseaux sociaux, je vais y venir tout à l'heure. Cette question, je l'ai dit, est faite pour, en réalité, éliminer toute opposition réelle à un système qui, finalement, s'établit sur une chose. Bon. Alors, je ne vais pas pleurer le libre-échange. On est en train de sortir du libre-échange, incontestablement. C'est ça la nouvelle ère. Bon, le libre-échange, c'était une manière pour le capitaliste d'asseoir sa domination pendant 40 ans, avec les taux de profit dont j'ai parlé tout à l'heure, et avec une concurrence internationale qui permettait de toujours mettre en valeur le moins-disant social. C'était les mêmes capitalistes qui délocalisaient un endroit, mais on a vu les défauts. Bon. Les défauts, aujourd'hui, de ce que propose Trump, c'est cette guerre commerciale à outrance qui n'est pas meilleure pour l'humanité. Bon. C'est pas du protectionnisme, c'est une guerre commerciale qui s'appuie toujours sur la même chose, comme le libre-échange. Et c'est ça aussi qui le rend insupportable. C'est qu'il s'agit de faire payer aux travailleurs les profits du capitalisme toujours plus important. Et comme ce même capitaliste, qu'est-ce qui se passe? Il est en confrontation et qu'il n'a plus d'espace à dominer aussi facilement qu'au temps d'économie, eh bien, la pression est d'autant plus forte sur ces travailleurs, pour justement les taux de profit restent toujours plus hauts. Et c'est donc pas très étonnant que depuis 2017, la marque du macronisme, quelque part, c'est de s'être attaqué aux salariés sur les retraites, sur la réforme Pénicaud, qui était une réforme de casse du Code du travail, soit dit en passant aussi de casse d'instances démocratiques, je pense par exemple au collectif sur de CHSCT, pardon, sur tout ce qui était lié à la santé. Bon, mais c'est vrai aussi à peu près de toutes les politiques fiscales et autres qui ont toujours essayé de faire passer sur le dos du travail le maintien de profits faramineux du capitalisme. Macron, c'est ça. Macron, depuis 2017, c'est ça. Si j'avais un chiffre à résumer de ce qu'est le macronisme, permis justement par toute cette politique autoritaire et austéritaire, c'est le fait que les 500 plus riches personnes de ce pays possèdent aujourd'hui 42% du patrimoine national. Ils en possédaient seulement 20% en 2017. Ça veut dire qu'en 7 ans, ils ont vu leur patrimoine doubler. Et comme dans le même temps, le patrimoine national n'a pas doublé, quand vous doublez votre patrimoine sur un patrimoine qui n'a pas augmenté d'autant, ça veut dire que vous le faites sur le dos des autres. C'est exactement ça le macronisme. Avec des cadeaux fiscaux, ça doit le bouclier social qui est la flat tax pour le capital, qui fait que les revenus du capital ne peuvent pas être taxés à plus de 30%, la suppression de l'ISF, etc. On a assisté véritablement à une guerre de classe menée sur le dos du monde du travail, qui a vu, j'allais dire, sa part dans la production de la richesse nationale ne cesser de baisser au profit, j'allais dire, le mot capitaliste est même impropre, parce que c'est au profit des ultra-capitalistes, au profit de quelques centaines de personnes qui non seulement produisent une société inégalitaire, mais en plus privent l'État des revenus absolument nécessaires. Les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron aux plus riches, à ces quelques centaines de personnes, c'est des dizaines de milliards d'euros par an qui, évidemment, nous coûtent, d'autant plus que, comme on nous explique que les déficits augmentent, les recettes baissent, et à chaque fois que les recettes baissent parce qu'on fait des cadeaux aux plus riches, on remarquerait que les mêmes nous disent toujours c'est les dépenses publiques qui doivent baisser, c'est normal, puisque c'est toujours les mêmes qui doivent payer, puisque très souvent les dépenses publiques c'est les services publics, et que c'est, j'allais dire, le seul bien finalement de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui est pris grâce à cet argent qui est monopolisé par quelques centaines. C'est une guerre sociale. Derrière la question de la guerre commerciale, derrière la question aujourd'hui de la forme de domination capitaliste, c'est une guerre sociale permanente qui est mise en place et qui est peut-être, à mon avis, la plus violente, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ait connue depuis finalement la libération. Je pense que sur ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire sur cette question d'un monde qui passe du libre-échange à la confrontation potentiellement militaire,
Je ne reviens pas sur la description de Nadège. Une confrontation commerciale, je ne pense pas que la France doit rentrer là-dedans. Je ne pense pas que la France doit soit suivre, soit prendre la tête elle-même en essayant de constituer un autre bloc impérialiste pour rentrer en concurrence. Pour une bonne raison, c'est que tout ça va rentrer, à mon avis, nous amener à la catastrophe, comme ça a amené le monde à la catastrophe avec 2 guerres mondiales. Je pense donc que nous devons mettre le clignotant. Nous devons montrer une nouvelle voie. Celle, ça a été dit tout à l'heure, du non-alignement, de l'indépendantisme. Une voie qui privilégie l'intérêt général, le long terme, la question de la planification écologique. Et cette voie, évidemment, elle est d'autant plus nécessaire que le monde de Trump, que j'appellerais comme ça, parce que c'est la forme de domination capitaliste aujourd'hui qu'il propose, même s'il la propose parce que les États-Unis, en réalité, n'arrivaient plus à trouver les mêmes marges de manœuvre dans le libre-échange qu'elle avait pu trouver autrefois. Mais le monde de Trump, c'est un monde qui est à rejeter pour 3 raisons. C'est un monde d'abord parce que c'est celui de la loi du plus fort. Réfléchissez bien, quand Trump dit « il y a trop de fonctionnaires », quand Trump dit « il faut fermer toutes les agences, en réalité, d'aide au développement, de la santé, etc. », il sait très bien qu'à partir de là, la nature de nos sociétés fait que les relations continuent à se faire entre individus. Mais si ce n'est pas l'État, si ce n'est pas les fonctionnaires, si ce n'est pas la puissance publique qui régule les relations entre les individus, alors c'est la loi du plus fort. Le monde de Trump, c'est la loi du plus fort d'un point de vue économique. Le monde de Trump, c'est la loi du plus fort d'un point de vue international. Voilà la raison pour laquelle, sur les traces de Netanyahou et de Poutine, il s'abstrait du droit international et estime, oui, qu'on peut envahir le Groenland, le Canada, le Panama, et ce qui peut lui enchanter. Et puis enfin, le monde de Trump, c'est si on n'y prend garde, si on laisse faire cette forme de domination capitaliste, aujourd'hui, vous l'avez constaté, qui pour moi est dans une voie de fascisation, mais c'est un devenir totalitaire possible. Totalitaire dans le sens où il est global. Musk, quelque part, représente ça. C'est-à-dire, dans les mains d'un seul homme, même si là, pour le coup, il a ses affaires économiques qui vont pas très bien, donc on peut penser que c'est peut-être pas lui qui va y arriver. Mais dans les mains d'un seul homme, un pouvoir médiatique et sur les réseaux sociaux inédit, un pouvoir économique inédit, un pouvoir politique inédit, c'est la théorie, c'est la définition même d'une globalisation et du totalitarisme. Voilà pourquoi je pense qu'il est urgent de mettre le clignotant. Nous n'avons pas à nous mettre, nous également, au diapason en essayant de se surarmer pour je ne sais quelle confrontation. Tout simplement, je l'ai dit, parce que, par exemple, si nous faisions pour la Russie, si véritablement nous suivions ce que disait le livre blanc européen il y a quelques mois, le livre blanc européen qui est une rare sagacité, qui expliquait que les États-Unis étaient notre allié traditionnel, bon ben un mois après, bonjour, qui expliquait que les Russes, alliés à l'Iran, à Téhéran et à la Corée du Nord étaient nos adversaires, et la Chine, on ne savait pas trop, c'était un défi. Bon. On voit bien que si on suivait ça, c'est-à-dire si on se figurait le monde comme la France devant remplacer, par exemple, avec ses partenaires, les États-Unis en Ukraine pour éventuellement se confronter avec une puissance nucléaire, ça ne fera ni le bonheur des Ukrainiens, ni des Russes, ni au bout d'un moment des Européens. Donc la France doit incarner une autre politique, celle d'un autre espoir, je l'ai dit, d'un alignement, d'indépendantisme. En gros, la France, elle doit dire ni Trump, ni Poutine, et ni Trump, ni le libre-échange. C'est ça que nous devons revendiquer, c'est ça que nous devons porter. Et nous devons le porter au niveau national, c'est pour ça que nous parlons de 6e République aujourd'hui, par justement le fait de relever le gant. Si le capitalisme est potentiellement totalitaire, ou en tout cas aujourd'hui autoritaire, eh bien nous devons incarner la démocratie, ça veut dire jusqu'au bout. La démocratie jusqu'au bout, ça ne peut pas être de se contenter des habits d'une 5e République qui permet justement tous les dérapages, qui permet le 49-3, cette fonction présidentielle avec un pouvoir dans les mains d'un seul, etc. Donc voilà la raison pour laquelle nous défendons une 6e République et que ça n'a jamais été aussi actuel, avec une application populaire par les référendums, avec la fin de la fonction présidentielle telle qu'elle est, avec une véritable démocratie sociale, avec aussi des règles constitutionnalisées qui fassent que nous prenions une 6e République écologique. Par exemple, la règle verte, qui est de se dire que l'économie doit être planifiée pour ne plus produire plus que la Terre ne peut consommer. Vous savez, cette journée qui n'a cessé de remonter, où une trentaine d'années, on était le 31 décembre à minuit, aujourd'hui on est au mois de juillet, c'est-à-dire au mois de juillet on a produit et consommé plus que la Terre ne peut absorber dans une seule année. Cette politique de la 6e République, elle doit être définie, et notamment définie par le peuple à travers une constituante.
Refuser le monde de Trump, je l'ai dit, c'est refuser d'être un impérialisme dominant, c'est refuser, au fond, il faut se le dire, parce que moi je ne crois pas que Trump soit un fou. Je pense que Trump, il construit une logique, je l'ai dit, qui est la sauvegarde de son pays et la sauvegarde de l'impérialisme américain dans le monde capitaliste global. Donc, la France doit être très clairement, doit proposer un projet alternatif à ce capitalisme-là, de manière évidente. Et refuser cette politique, je le dis très clairement, ça ne peut pas être celle de compromis mou. Ce monde-là n'accepte pas de compromis. Je le dis notamment à tous les autres groupes politiques de gauche qui aujourd'hui, pour certains, rêvent ou continuent à rêver ou à revenir aux années Hollande, par exemple, qui nous ont donné Emmanuel Macron. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui pour imposer une ligne de rupture que de la porter, de l'incarner. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui d'éviter l'extrême droite que de lui opposer un projet alternatif au capitalisme et au productivisme. Ça veut dire quoi si s'opposer à ce monde de Trump, et j'arrive à ma conclusion? Ça veut dire d'abord de refuser la politique qu'on subit depuis bien avant, mais alors depuis 2017, ça s'est accéléré, de la politique de l'offre et de la compétitivité. C'était quoi leur projet? Ils nous disaient quoi? Ils nous disaient, on va attirer les capitaux, on va leur faire plein de cadeaux fiscaux, et puis ça va ruisseler, ça va produire des investissements, de l'emploi. Le bilan, il est catastrophique. Ils nous disaient, on n'a réindustrialisé le pays. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vais revenir tout à l'heure, au moment où ArcelorMittal, on annonce 600 licenciements, il y a 15 000 postes de salariés en moins dans l'industrie, et malheureusement, les plans de licenciement arrivent de manière massive. L'emploi, nous disait, l'emploi, il n'y a jamais eu autant d'emplois créés. Alors, ils se dépêchaient parce qu'ils oubliaient de dire qu'on est passé à 900 000 apprentis et que ça a largement permis d'améliorer les chiffres. Moi, je considère qu'un apprenti, c'est pas un salarié tel qu'on l'imagine, c'est avec un emploi à plein temps, c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Et d'ailleurs, je suis assez rétif sur ces politiques du tout-apprentissage. Or, à la fin de l'année, on nous annonce des chiffres de chômage à plus de 8%. C'est un taux de pauvreté qui est un des plus importants en Europe. C'est un taux de productivité, pour eux, c'est important. Ça veut dire, quel est le taux de productivité des travailleurs qui est à zéro? Ça veut dire qu'en réalité, ils ont produit, j'allais dire, un système économique et une activité économique qui est quasiment, en ce moment, atone. Et puis, en plus de ça, c'était leur critère, c'est des déficits qui ont pas cessé d'augmenter. Ils sont plantés partout. Leur politique de ruissellement n'a pas fonctionné et ils nous proposent, effectivement, Nadège le disait tout à l'heure, de continuer. C'est-à-dire que tout ce qui vient de foirer depuis 2017, ils nous disent, on y va, le monde change, on passe d'une époque à une autre, tout ça, ça a échoué, mais on vous propose de continuer. Et donc, ils proposent 40 milliards d'économies sur les dépenses publiques en plus. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les recettes, les cadeaux plus riches, on va peut-être attaquer les retraités, mais sur les cadeaux plus riches, on n'y touche pas. C'est juste 60 milliards d'euros par an qui manquent à l'État aujourd'hui. Et par contre, c'est 40 milliards de baisse de dépenses publiques. Alors, 40 milliards de baisse des dépenses publiques, juste pour vous donner une idée, l'an dernier, il y en avait 30. Ça a été moins 1,5 milliard de budget pour le logement. Chacun constate que le logement va très bien en France. À Saint-Ouen, on peut facilement se loger à des prix normaux, etc. Le logement social va très bien dans ce pays. Enfin bon, je vous dis ça évidemment sur le ton d'un sourire jaune. C'était, moi, je l'avais dit, plus de 2 milliards de baisse du budget de l'environnement. Mais par exemple, l'aide au développement, alors même au même moment où Trump est en train de le réduire à néant, on l'a baissé l'an dernier de 40%. Au moment où la France, par exemple, et l'aide au développement, tu peux en parler, Peter, tout à l'heure, tu parlais de nouveaux types de coopération avec les pays d'Afrique, notamment les pays d'Afrique francophone, où on a une place, par exemple. Bon, inutile de vous dire que quand vous baissez votre aide au développement de 40%, cette politique-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est remplie à néant, etc., etc. Et il nous propose de faire exactement la même politique, au lieu d'une politique de relance par justement la planification écologique que nous proposons, une réforme fiscale et de partage des richesses en faveur des salaires. Le deuxième point sur lequel que nous proposons, c'est de ne pas faire ce sur quoi apparemment l'Union européenne hésite aujourd'hui, par rapport à Trump. En gros, l'Union européenne hésite entre abdiquer, c'est-à-dire permettre en gros qu'on achète tous les produits américains en échange de tarifs douaniers pas trop importants, donc on achèterait toute leur énergie absolument polluante, leurs armes, etc. Ou alors de faire des droits de douane réciproques. L'un et l'autre sont stupides. L'un et l'autre sont stupides. Les droits de douane, vous pourriez me dire, c'est normal, on lui fait la même chose que nous, sauf que si on augmente du jour au lendemain, sans avoir relocalisé l'industrie, les droits de douane aux frontières, c'est vous qui allez payer en réalité ce coût. Donc la question, elle ne se pose pas comme ça. La question,
c'est que si on veut faire mal aujourd'hui au capitalisme en général et au capitaliste le plus agressif qui est celui des États-Unis, il faut taxer leur entreprise, il faut taxer les GAFAM, il faut taxer les entreprises de services, il faut taxer la finance des États-Unis. Et en plus, ça amènera des recettes. Et dans le même temps, parce que effectivement c'est nécessaire, oui, il faut mettre en place une politique de protectionnisme solidaire. Ça veut dire quoi? C'est pas une guerre commerciale que nous proposons, mais ça veut dire tout simplement qu'on se débrouille pour faire en sorte de relocaliser l'industrie qui peut se faire en France, relocaliser l'agriculture, avoir des circuits courts. Écologiquement, c'est plutôt raisonnable d'arrêter le grand déménagement du monde, et puis d'essayer d'éviter cette espèce de politique du moins 10 ans où nos capitalistes vont produire à l'extérieur. Vous avez vu qu'Arnaud menaçait de partir. J'ai envie de lui dire pars, puis laisse ton économie ici. Donc, en plus, il partira pas. Hein. Parce que je vous dis juste ça, on nous dit, vous savez, on a les prélèvements obligatoires les plus importants en France. Comment vous êtes fous, vous voulez augmenter les prélèvements obligatoires sur les riches? Alors je vous annonce une bonne nouvelle, quand vous gagnez 200 fois le salaire médian en France, vous n'êtes plus que dans la moyenne des pays européens à cause des cadeaux fiscaux qui ont été faits en termes de prélèvements obligatoires. Autrement dit, plus vous gagnez de l'argent, moins il y a de prélèvements obligatoires. C'est ça la réalité. Bon. Donc cette politique, il faut effectivement y faire face avec ce protectionnisme solidaire. Et ça consiste aussi à utiliser à certains moments l'arme des nationalisations. Nous sommes pour nationaliser ArcelorMittal. Nous ne sommes pas d'accord avec une entreprise qui annonce 600 suppressions d'emplois, qui s'est empoché l'an dernier 300 millions d'aides publiques et qui en même temps fait 6 milliards de dividendes en 3 ans. Voilà, d'abord, quand on fait des dividendes, on ne devrait pas pouvoir licencier des personnes. Deuxièmement, quand on est dans un secteur stratégique qu'on s'appelle ArcelorMittal ou Vancorex, qui est une entreprise qui produit des composants pour le nucléaire. Merci, des composants pour le nucléaire. Merci Nadège, qui a bien mieux suivi que moi. Enfin, j'ai bien suivi, en tout cas, qu'il fallait nationaliser. Alors, je vais les soutenir lundi à Grenoble, les salariés, comme quoi il va falloir, je répète ma leçon d'ici là. Il faut absolument passer par les nationalisations, en tout cas de politiques de protection, de relocalisation de circuits courts, je l'ai dit. Des politiques aussi de conditionner les aides publiques. Rendez-vous, il y a 200 milliards d'aides publiques aux entreprises par an dans ce pays. Sans conditions, sans contraintes, dont une bonne partie est recyclée en dividendes. C'est juste, c'est juste, quand on nous parle de la question de la fiscalité, les Bernard Arnault pleurent, mais c'est juste irréalisable. Irréaliste, je me permets le mot. C'est effectivement, enfin, là aussi ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai pour l'Afrique, mais c'est vrai aussi pour les blocs économiques, avoir des autres rapports commerciaux, j'allais dire de gagnant-gagnant, avec des entités internationales, notamment celles qui sont affrontées en premier par les États-Unis. Je pense au Mexique, je pense à l'Amérique latine, je pense à l'Afrique, je pense aussi à la Chine, il faut le dire, pour essayer d'avoir des rapports commerciaux basés sur des gagnants-gagnants et qui permettent de ne pas être sous la domination, ou en tout cas les ambitions de domination américaine. Voilà les mesures que là, on voudrait mettre en place par rapport à la crise que déclenche Trump, mais vous avez bien compris que pour moi, c'est pas une crise que déclenche Trump, c'est une crise du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'il est aujourd'hui, il ne peut pas emporter la civilisation. Donc c'est un enjeu absolument fondamental. C'est une bifurcation absolument décisive. Donc voilà ce que nous et les filles, nous entendons défendre dans les prochaines élections. C'est quelque part une transition qu'on propose. Entre le monde de libre-échange, on refuse de rentrer dans ce monde dont Jaurès disait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est ça qui nous menace. Donc inutile de dire que nous entendons justement bifurquer et proposer l'autre modèle dont je vous ai parlé, pacifique, écologique, solidaire, fraternel, internationaliste. On le fera ça avec tous ceux qui partagent cette volonté de rupture, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'écologie, sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'internationalisme. Je le dis parce que ici dans la salle, je le sais, beaucoup de forces politiques sont ici présentes. Nous sommes partants pour travailler avec elles, pour faire en sorte que des municipales au plan national, on soit justement une alternative et qu'on ne voit pas triompher, que ça soit l'extrême droite ou que ça soit une droite extrémisée comme Retailleau. C'est la seule possibilité, à mon avis, qu'on représente. Et par rapport à ceux qui disent « mais c'est impossible, rendez-vous compte », je vous rappelle que en juillet 2024, jusqu'à 19h55, les sondages disaient que le Rassemblement national était largement en tête des législatives. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini, et que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc voilà ce qu'on propose, et comme nous sommes un parti de lutte, un mouvement de lutte, que je parle ici, il y a des gens qui sont pour beaucoup des lutteurs, on vous donne aussi rendez-vous le 1er mai, il faut faire de ce 1er mai, à travers des centaines de milliers de personnes dans le pays, un grand moment de mobilisation sociale, mais aussi pour la paix, contre le racisme, contre l'extrême droitisation. Merci à vous.